Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, Pierre Verza, le président de Syntec Ingénierie. On va se poser la question de notre ambition nucléaire. La France en a-t-elle les moyens? Comment la filière peut relever le défi des nouveaux réacteurs après 15 années sans construction? Notre débat, il portera sur la lutte contre la déforestation importée. La présidence française de l'Union européenne en a fait sa priorité. La liste des produits concernés devrait s'allonger, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez possible service de location de vêtements par abonnement. Nucléaire, déforestation, économie circulaire. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Pierre Verza, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Syntec Ingénierie, fédération professionnelle de l'ingénierie, près de 400 entreprises adhérentes, 13 délégations régionales. Si on pose un peu le décor, c'est quoi vos missions ? Les missions de l'ingénierie, elles sont partout, elles accompagnent toutes les transitions. Ouais. C'est notre boulot, c'est de focaliser des ingénieurs, des cerveaux, là où il y a un nouveau besoin. Gustave Eiffel a géré la transition du métal, Freycinet a géré la transition du béton. Et là, actuellement, on gère la transition écologique, la transition énergétique, l'hydrogène, enfin tous les nouveaux sujets où il faut concentrer de l'ingénieur. Oui, donc c'est vraiment quasiment tous les secteurs. Partout, les produits, les services, le secteur de l'énergie, du bâtiment, des infrastructures. On construit le métro à Paris actuellement, puis on aide Airbus à construire des avions, on aide Stellantis à développer des nouvelles voitures. C'est un métier protéiforme. Et vous êtes le métier de l'intelligence, en fait. Et donc vous êtes évidemment au cœur des enjeux du nucléaire. Quand Emmanuel Macron annonce la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, quelle perspective ça ouvre pour la filière nucléaire, pour les métiers de l'ingénierie ? Alors d'abord, on dit enfin. Parce qu'on avait déjà, moi j'avais déjà publié une tribune en mars 2021 et ça fait un moment qu'on on appelle de nos voeux la reprise de la filière nucléaire pour des raisons de transition écologique aussi et puis effectivement pour des raisons industrielles. Et effectivement, le premier réflexe, et on l'avait déjà annoncé, nous sommes capables de le faire. Alors le président Macron est même allé plus loin en ouvrant des options pour des trains supplémentaires, mais après tout est une question de durée. Le projet de 6 tranches, ça fait un moment qu'il traîne. Depuis 2020, on en parlait en disant c'est le bon... En plus, c'est la bonne quantité pour optimiser le processus industriel. Donc, on s'y préparait et on a déjà des projections d'effectifs correspondant à ce scénario. Alors justement, il y a aujourd'hui dans la filière nucléaire 220 000 emplois répartis dans 3 000 entreprises. Pour tenir, je reste sur ce qui est annoncé, on va dire, avec certitude, sauf changement de... Voilà, on est en pleine campagne présidentielle. 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Combien d'embauches pour tenir ces objectifs ? Vous dites on a anticipé. Eh bien, paradoxalement, l'effectif dans le nucléaire pur était en baisse. Malgré le soutien de la construction de Flamanville et puis un peu le soutien à l'export sur Hinkley Point en Angleterre, on avait quand même une légère érosion de l'effectif. Donc déjà, arrêter l'érosion, ça nous permet d'absorber une partie du sujet. Et nos prévisions, nous, on a un observatoire pour les professions de l'ingénierie. D'ici 2023, on a un effectif qui va croître très légèrement. Après, il faut anticiper une croissance qui peut être de 3 000, 4 000 personnes en 2025 et après, mais ce ne sont pas des enjeux massifs. Ouais. C'est ce que la France est capable d'absorber en faisant bouger ses ingénieurs d'un secteur à l'autre. Oui, mais alors justement, il y a une double question, la question de l'attractivité, on va y revenir. Et puis quand même, je lisais, l'autorité de sûreté nucléaire estime que la filière nucléaire va devoir recruter 4 000 ingénieurs par an. Pour répondre à ces objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quelques, j'ai pas les chiffres, c'est quelques centaines par an. Aujourd'hui, EDF continue, enfin la grande maison EDF, 160 000 salariés, continue rien que pour son parc en exploitation. Il faut des ingénieurs partout pour la maintenance, le renouvellement des équipements. Et donc, ils ont déjà des flux de recrutement qui sont très importants. On a déjà des flux importants de recrutement. Ils annoncent 15 500 recrutements cette année, EDF. Oui, alors c'est 15 500, mais avec 7 000 stagiaires. Enfin bon, à la fin, il reste 1 600 ingénieurs pour le nucléaire. C'est pas mal. C'est bien et ça rend la filière attractive. Donc c'est un bon signal. Il faut envoyer ce genre de signal. Nous recrutons. Mais est-ce que c'est pas un peu la méthode Coué ? Parce que vous dites que la filière est attractive. Elle l'était moins, peut-être parce qu'il n'y avait pas de grands projets d'ailleurs. Oui, le fait qu'il y ait des grands projets, qu'EDF annonce des embauches à son niveau, que tout le monde comprenne que le nucléaire, ça contribue à la décarbonation, on a vraiment un jeu gagnant. On a eu ça dans l'aéronautique, c'est le succès d'Airbus qui a fait toute l'attractivité de la filière. Donc il faut vraiment un leader comme EDF qui tire l'envie.
un projet qui fait rêver, et décarboner, ça fait rêver, et on le voit bien, en plus, avec les problèmes d'accès au gaz, par exemple, on sent bien qu'être autonome, ça a un prix, ça a un intérêt aussi, c'est peut-être quelque chose qui va monter en puissance, parce qu'on est très fiers d'être autonome énergétiquement avec notre parc nucléaire. Donc je pense que ça va réamorcer la pompe à recrutement. En même temps, nous avons d'autres secteurs qui souffrent. L'automobile est un peu à la peine, c'est un secteur qui a un peu tendance à réduire ses effectifs, notamment en ingénierie, parce que le marché est mondial, l'ingénierie est dispersée dans le monde entier, et donc on va aussi avoir des viviers de reconversion d'ingénieurs. Oui, donc vous dites qu'il y a un phénomène de vase communicant en quelque sorte. Comme toujours. Oui. Comme toujours, on n'est pas très inquiet. Vous savez, le métier de l'ingénierie... Ça veut dire qu'il ne faut pas en former beaucoup plus. C'est ça la question. Alors, le vrai enjeu, il est plus global. Il n'est pas nécessairement sur... Le nucléaire va être une révélation en disant « Ah, mais il en faut plus », ça va être un révélateur, mais globalement, il faudrait générer 50 000 ou 60 000 ingénieurs par an. Et on en produit 40 000. Et en plus, il y en a certains qui partent tout de suite après à la Silicon Valley ou dans le reste du monde. Donc on en recrute à l'extérieur, ensuite on en fait venir des pays émergents, c'est ce qui est malsain, puisqu'on affaiblit ces pays, ce qui prouve qu'il y a un vrai enjeu global de génération d'ingénieurs en France. Oui, il en manque. Nous, chaque année, rien que dans l'ingénierie, notre métier de sous-traitance, il nous en manque 6 à 7% par an, c'est du PIB perdu. Donc il faut vraiment, et le seul message d'ailleurs qu'on a envoyé pour les présidentielles, c'est recrutement, enseignement supérieur, plus ingénieurs. Mais alors, si on essaye on va continuer de se projeter dans l'avenir, mais de là, maintenant, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce qu'on a perdu des talents faute de grands projets? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il y a un moment où mais même, il y avait les projets français, mais même le fait de ne pas forcément candidater sur des projets étrangers, au bout d'un moment, on assèche le vivier. On en a perdu Abu Dhabi, donc on s'est épuisé pendant des années à faire des projets, des appels d'offres internationaux qu'on n'a pas gagnés, et on n'a fait que quelques projets. Et quand vous lisez le rapport de 2019 de Jean-Martin Foll sur Flamanville, vous voyez qu'il y a une vraie déficience. On va jeter la pierre à des gens qui, en fait, n'avaient plus de projets à manger depuis des années. Donc mais ça se reconstitue. Ça se reconstitue parce que, par ailleurs, la France est un pays de grands projets et sait monter en puissance sur des grands projets. Oui, mais ces talents, ces compétences, on les a un peu perdus. Vous parliez de Flamanville, c'est quand même pas rassurant, quoi. Est-ce qu'on a la question générale de l'interview, c'est est-ce qu'on a les moyens de cette nouvelle ambition nucléaire? Alors, les moyens en ingénierie générale, en gestion de projet, en gestion du... Enfin, il y a plein de secteurs sur lesquels ça sera relativement facile de faire bouger les gens. Quand vous touchez des sujets très très spécifiques qui sont liés au nucléaire, notamment sur la soudure, la fabrication des pièces forgées, là, il faut des ingénieurs, il faut des savoir-faire qui mettent des années. Donc, remonter en puissance. Alors, c'est des chaînes de production qui ne sont pas totalement arrêtées parce qu'elles ont quand même refabriqué des couverts de cuves, des couverts de GV. Mais bien sûr, il va falloir monter en puissance sur des technologies et des savoir-faire très spécifiques, notamment tout ce qui est le soudage. On a bien vu, toutes les difficultés de Flamanville, c'est d'avoir des soudures parfaites. Ben, c'est pas si simple. Donc on a les savoir-faire, on a les écoles, maintenant il va falloir dupliquer avec un enjeu de maîtrise de la qualité et c'est vrai que le Flamanville a révélé que c'était pas si facile que ça. C'est lié à un problème de compétences, à des défauts de maintenance, comment ça s'explique? C'est plutôt c'est le manque de volume et le manque d'attractivité. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire, j'en suis parti après et j'étais effondré de voir à quel point le nucléaire était devenu un objet de rejet. C'était pas la bonne filière, puis en plus il y a les déchets, enfin rien n'allait et donc on n'attirait plus de talent. Et ça, je pense que ça a vraiment affaibli en profondeur la structure. Alors il reste quelques dévoués, il reste quelques personnes très dévouées, mais c'est un tout petit noyau, il va falloir les aider à reconstituer une masse plus importante parce qu'effectivement, les gens sont partis ailleurs, il y a eu un désintérêt. Enfin, le nucléaire a été conspué pendant des années, c'est miraculeux ce qui se passe actuellement. Mais enfin, il y a 2 ans, quand je disais il faut faire 6 tranches nucléaires, tout le monde me riait au nez ou me regardait en disant... Emmanuel Macron, il a commencé son quinquennat en fermant Fessenheim. Alors c'était la décision de son prédécesseur, mais quand même. Mais lui-même, alors qu'il a pris beaucoup de décisions un petit peu trash, il n'a pas pu lui-même dire non, en fait, il ne faut pas l'arrêter. Alors maintenant, on se rend compte qu'il ne fallait pas l'arrêter, c'est évident. Mais voilà, le mood, l'état d'esprit a changé quand même. Alors, vous nous dites que la France a encore les moyens de son ambition à continuer, à condition d'aller au bout de ce qui a été annoncé par le président Macron. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'y mettent, qui étaient eux aussi sur un mode plutôt antinucléaire et qui sont en train de basculer ?
Alors, il y en a certains les premiers qui ont continué, mais ils sont toujours restés pragmatiques. C'est les Anglais, donc ils construisent et ils ont d'autres projets nucléaires, même si en même temps ils développent massivement l'éolien. Les Allemands, on n'en parle pas, mais on voit d'autres pays qui, soudain, manifestent leur intérêt ou lancent des projets. La Pologne a lancé des projets, la République tchèque commence à en parler, les Pays-Bas manifestent leur intérêt, un grand pays écologiste pourtant. La Suède en parle aussi. Enfin, tout le monde se réveille en disant, au fond, et je pense que les événements actuels vont aider. Au fond, indépendance énergétique, décarbonation rapide, on se rend bien compte qu'il faut quand même préparer le monde d'après et avoir la capacité électrique pour ça. Enfin bon, tout le monde se rend compte. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis des années. Il n'y avait pas d'autre choix que d'avoir une part de notre portefeuille énergétique en nucléaire. Et donc le bon sens est en train de l'emporter. Alors pendant ce temps, l'Inde le fait massivement. Écoutez, même Abu Dhabi le fait, mais c'est pour décarboner Abu Dhabi. Donc le monde entier est en train de bouger et va aussi tirer de la ressource et va faire des appels d'air. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer. Nos ingénieries et nos entreprises comme EDF et Framatome sont aussi impliquées sur des grands projets internationaux. Ça va contribuer à mettre la filière sous tension. Mais c'est bien, ça va la rendre aussi très attractive. Merci beaucoup, merci Pierre Verza de ces explications. À bientôt sur Bismart. On passe au débat de ce Smart Impact sur la déforestation importée. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Benoît Jobé-Duval, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Association technique internationale des bois tropicaux. À vos côtés, Arnaud Étroy, bonjour. Bonjour. Directeur du commerce du bois. Je commence avec vous, tiens, c'est quoi le commerce du bois ? Alors, le commerce du bois, c'est une fédération professionnelle qui regroupe différentes familles de métiers, depuis l'importation de bois jusqu'au négoce spécialisé en passant par la transformation du bois. Et donc on accompagne les entreprises sur différents sujets, réglementaire, formation, technique, suivi des marchés également. Ouais, ça représente combien d'entreprises à peu près ? Alors, on a 125 entreprises qui sont adhérentes. Voilà. D'accord. L'ATIBT, Association technique internationale des bois tropicaux. Alors là, on se focalise un petit peu plus, c'est ça ? Oui. Oui, alors la TIBT est une association qui va fêter cette année ses 70 ans. Ouais. Elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Europe était en reconstruction, donc il fallait du bois dans la reconstruction européenne. Et donc à l'initiative de la FAO, cette association internationale a été créée pour regrouper des producteurs, des utilisateurs, des connaisseurs, des spécialistes de la filière du bois tropical. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il y a un texte sur la déforestation importée qui est à l'étude. Le constat pour commencer, 16% de la déforestation importée est liée à la consommation européenne. L'Union est le deuxième destructeur de forêts tropicales dans le monde. L'Europe derrière la Chine, mais devant l'Inde et les États-Unis. Comment s'expliquent ces chiffres, Benoît Jobé-Duval ? Par notre consommation, tout simplement ? Alors d'abord, le concept de déforestation importée, il faut bien le dire, il faut l'expliquer, c'est l'impact de notre consommation sur les matières premières qui, elles-mêmes, dans les pays producteurs, vont être potentiellement source de déforestation. Donc, pour les produire, il faut déforester. C'est ça. Donc, vous avez donc les 5-6 matières premières, le soja, la viande de bœuf, l'huile de palme, le cacao, le caoutchouc naturel. Le café. Le café n'est pas en train d'y entrer. Et le bois a été rajouté un petit peu de manière un peu mécanique dans cette liste, bien qu'initialement il n'était pas forcément visé. Mais c'est une matière première issue de pays où le problème de la déforestation se pose, donc il fallait un peu, par principe, l'inclure. Ouais. Mais on s'en est un peu défendu et on pourra l'expliquer pourquoi. Mais alors, je veux bien, pour comprendre, on peut l'évoquer tout de suite, vous avez déjà mis en place des certifications. En quoi ça consiste ? Alors, la certification de gestion durable est un mécanisme qui vous savez, les deux grands schémas de certification, le FSC et le PEFC, sont des schémas qui ont été créés dans les années 80-95. Donc ils ont 25 ans d'existence et ils ont été créés pour accompagner la production de bois vers des pratiques durables. Si on prend un exemple, on va essayer d'être concret. Bassin du Congo, qu'est-ce qui a changé avec les certifications durables ? Eh bien, dans le bassin du Congo, vous avez sur 300 millions d'hectares de forêt, vous avez environ 50 millions d'hectares qui sont exploités
pour le bois. Ça ne veut pas dire qu'elles sont déforestées, attention, hein, elles sont l'objet d'une gestion, c'est l'école, ouais. Et ensuite, 20% de ces 50 millions sont certifiés avec 2 types de certificats de légalité d'une part et de gestion durable d'autre part, et un bon 10%, donc presque 6 millions d'hectares de forêts sont certifiés gestion durable. Ça veut dire que les opérateurs qui gèrent ces espaces, ces concessions forestières ont mis en œuvre des procédures au plan social, au plan environnemental, au plan économique, pour assurer avant tout un grand principe, plusieurs grands principes. On coupe moins que ce que représente la repousse naturelle. On fait, dans le bassin du Congo, on pourra expliquer pourquoi, mais c'est plutôt une cueillette qu'une coupe rase. Il n'y a pas de coupe rase dans le bassin du Congo. Au plan social, des impératifs pour que les travailleurs aient leurs droits absolument respectés, mais aussi toutes les populations riveraines, toutes les personnes impliquées dans la filière soient également reconnues. Oui, donc ça c'est vraiment, on l'a bien compris, dans les exploitations où la certification peut être donnée, où ça se passe le mieux. Arnaud Étroy, qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle réglementation européenne? On a évoqué la liste des produits. La liste des produits, elle peut s'allonger, c'est ça, concernée par la déforestation importée, hein. Au niveau du bois, ça concerne un certain nombre de produits, donc c'est tous les bois qui vont être utilisés essentiellement dans des usages de construction. Donc ça concerne les bois importés, ça va être du sciage, des panneaux également, des produits déjà transformés comme du platelage notamment. Ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir... Aujourd'hui, il y a déjà une réglementation qui existe, qui fait obligation pour les importateurs de procéder à une évaluation du risque d'illégalité. Là, ce qui va changer, c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on va s'intéresser à la déforestation, notamment la déforestation légale, et donc ce qui est lié à des changements d'affectation de terre. Et donc les entreprises vont devoir évaluer ces risques de déforestation, les atténuer, et puis faire en sorte que les produits qui soient mis sur le marché ne contribuent plus à la déforestation. Au niveau de la profession, on avait vraiment anticipé ça, puisqu'au niveau de la Fédération du commerce du bois, on a depuis plusieurs années un agrément de la Commission européenne où on est organisation de contrôle des échanges de bois, et on met à disposition de nos membres des outils d'évaluation des risques, d'atténuation des risques, et on est aussi sur des démarches responsables qui vont bien au-delà de la réglementation, et on avait anticipé cette réglementation zéro déforestation qui va sortir en 2024 à travers des chartes d'engagement sur les achats, sur la vente, sur la restauration des écosystèmes. Donc la profession de l'importation, mais également du négoce, est extrêmement sensible à ces sujets, et on a été dès les années 90 extrêmement moteur sur la mise en place de certification de gestion durable des forêts. Effectivement, ce projet de réglementation bannissant l'importation de soja, alors on a refait la liste, mais je vais la redonner. Soja, bœuf, huile de palme, bois, cacao, café, certains produits dérivés, cuir, ameublement. Si leur production est issue de terres déboisées après décembre 2020, en tenant pour responsables les entreprises importatrices. Vous l'avez évoqué, mais ça, est-ce que c'est un changement de pied, la responsabilité? C'était déjà le cas, d'accord. C'était déjà les entreprises d'importation qui avaient cette obligation d'évaluer les risques. Alors c'est une évaluation qui se fait généralement sur la base de documents réglementaires. Donc on regarde les documents du pays d'origine, on vérifie que les documents sont bien présents, et puis ensuite il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer ce risque au niveau de la prévalence de récoltes illégales, au niveau de la complexité des chaînes d'approvisionnement, et donc aujourd'hui on a vraiment ces outils qui existaient déjà au niveau de la profession. Là par exemple en 2024 il y aura une obligation de se faire auditer également par tierce partie, on a déjà mis en place au niveau de nos entreprises, donc finalement la profession structurée, j'ai envie de dire les importateurs dont c'est le métier principal, ont déjà anticipé cette réglementation. C'est quel type de sanctions qui sont risquées par les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette réglementation? Les sanctions concernent les importateurs, donc, comme l'a dit Arnaud, et ce sont des amendes. C'est des sanctions financières, tout simplement. Des sanctions financières. Alors, concernant ces sanctions, nous, on réclame qu'elles soient un peu plus sévères. Aujourd'hui, elles ne sont pas dissuasives. Finalement, les mauvais acteurs et ceux qui sont dans l'illégalité gagnent infiniment plus d'argent à commercer dans l'illégal qu'à payer d'éventuelles sanctions. Mais il faut savoir que les choses changent peut-être. Aux États-Unis, vous avez aussi des réglementations similaires qui commencent à être extrêmement dissuasives.
nous, on réclame que justement les contrôles soient plus nombreux et les sanctions plus dissuasives. Il y a une distorsion de concurrence à vous entendre. Les acteurs de l'illégalité mènent une concurrence profondément déloyale vis-à-vis des acteurs certifiés et des acteurs qui sont simplement dans la légalité. Ouais. Alors, il ne faut pas dire que les illégaux sont majorité sur le marché européen. Non, ce ne serait pas vrai, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour que la concurrence déloyale ait un impact sur un certain nombre de prix. Est-ce que vous diriez, Arnaud Étroit, que l'Union européenne était déjà plus vertueuse que d'autres régions du monde dans sa réglementation en matière de déforestation importée et qu'elle va l'être encore plus avec cette nouvelle réglementation qui approche? Oui, elle fait partie des pays qui ont été, des regroupements de pays qui ont été extrêmement moteurs. Il y a effectivement les États-Unis avec le ACI Act où ils ont déjà mis en place des mesures comme celle-là. Et puis au niveau de l'Union européenne, on est effectivement extrêmement moteur sur le sujet complètement. Oui, si on parle des... alors évidemment, ce n'est pas votre secteur, mais quand on parle soja, bœuf, huile de palme, bois, etc. Est-ce que ça impacte par ricochet les entreprises de votre secteur? Alors, nous, on essaye de travailler, de mettre en place avec les autres filières une approche au niveau du paysage, qu'il y ait au niveau des pays, dans les pays tropicaux, une répartition des terres, une planification, un plan national d'affectation des terres, comme actuellement au Gabon, de manière à ce qu'il y ait une anticipation de comment doivent évoluer ces filières. Il faut évidemment qu'il y ait des commodités agricoles qui se développent, parce que les populations augmentent, mais ce qu'on veut, c'est qu'avant tout, ça n'aboutisse pas à un mitage du territoire, ça aboutisse à une préservation d'espaces cohérents avec des corridors naturels, des corridors pour la biodiversité qui soient respectés et que finalement cette approche paysage soit bien construite. Arnaud Étroit, c'est quoi les outils de vérification ? C'est quoi? C'est de la surveillance satellite, par exemple? Comment ça fonctionne? Alors oui, dans la partie déforestation, l'un des outils, ça va être justement la surveillance satellite avec l'Europe qui est déjà dotée d'un certain nombre de satellites. Et donc là, l'idée, ça va être de regarder les correspondances entre des photographies, à différents instants et de voir si effectivement les forêts sont toujours présentes ou non. Donc ça, c'est vraiment l'outil cartographique. Ensuite, parmi les outils, il y a également de vérifier les documents de légalité qui vont être transmis par les producteurs de bois. Et donc, on fait une checklist au niveau des entreprises, on lui demande de vérifier. Et donc, ça fait partie de ces outils aussi. Ouais. Dernière question, est-ce que le secteur du bois est plus avancé que le secteur, on va dire, de l'alimentaire, puisqu'il y a tous ces produits concernés par la réglementation sur la déforestation importée? Est-ce que le secteur du bois est plus avancé dans ses certifications, dans ses contrôles, que le secteur de l'alimentaire, d'après vous? C'est sans doute le secteur le plus avancé. On parlait des certifications de gestion durable des forêts qui ont été mises en place dans les années 90. On a une réglementation également européenne très très forte. Et c'est sans doute effectivement le seul secteur qui donnait obligation à tous ces importateurs de vérifier systématiquement les risques d'illégalité. Et puis on a également toutes les initiatives volontaires de la profession sur la gestion des écosystèmes, les initiatives de restauration et autres. Donc c'est effectivement un secteur qui a largement au niveau français anticipé les évolutions européennes. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Impact, la location de vêtements tout de suite. Et donc dans ce Smart Ideas, on parle location de vêtements avec Marie-Lou Maugier, la fondatrice de Possible. Bonjour. Bonjour. La première question de cette séquence, elle est traditionnelle. Vous l'avez créée quand et avec quelle idée? Alors j'ai créé Possible en janvier 2020, donc clairement pas la meilleure période pour créer une entreprise, 2 mois avant la crise du Covid. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de vivre ma vie en fonction de mes rêves et j'avais envie d'entreprendre dans quelque chose qui ait du sens. Et voilà, comme tous les matins, je me suis retrouvée devant mon dressing. Mon dressing était surencombré de pièces que je ne portais pas ou peu. J'avais la sensation de n'avoir rien à mettre, un peu comme toutes les femmes. Et j'avais pas rien à mettre, en fait. J'avais juste envie de changement dans ma garde-robe. Et je me suis dit, ça serait génial d'avoir finalement un dressing illimité, engagé et sans soigner.
Donc c'est le principe de possible. On est dans de la location de vêtements. C'est quoi le modèle économique? C'est un abonnement? Alors le concept, c'est simple, c'est un service de location de vêtements et accessoires par abonnement mensuel. Donc c'est un dressing illimité. Donc nous proposons des vêtements pour toutes les occasions, donc des cérémonies, mariages, mais aussi travail, after work, etc. On propose des nouvelles collections tous les mois et le principe est simple. Je choisis, je porte et j'échange. Alors on propose 3 formules, donc le prix est assez accessible, il y a 3 formules, donc c'est 39, 59 ou 89 euros. Et par exemple la formule la plus populaire qui est à 59 euros par mois, vous avez le droit à 4 pièces que vous pouvez échanger plusieurs fois dans le mois et on s'occupe de tout. Vous avez le pressing qui est inclus et la livraison offerte. C'est sans engagement. Donc, si vous voulez arrêter à tout moment, vous le pouvez. Et si vous avez un coup de cœur pour une pièce, vous pouvez l'acheter. On appelle ça une consommation raisonnée. Et vous avez un prix préférentiel sur la pièce que vous voulez acheter. D'accord. Quelle marque on trouve dans le dressing possible? Comment vous les sélectionnez, ces marques? Alors, on essaye de s'approvisionner avec des marques plutôt européennes, plutôt françaises, de fabrication française. Et voilà, des marques qui sont tendance, à la mode, mais on garde quand même ce côté éco-responsable, écologique, où l'approvisionnement local est quand même essentiel dans notre approche. Que deviennent les vêtements quand ils sont trop usés? Parce que ça doit arriver d'avoir des vêtements un peu stars qui sont demandés, qui tournent beaucoup. Alors, on les redonne à des associations pour justement qu'elles soient réutilisées ou réparées. Ouais. Donc ça, c'est le modèle. Vous l'avez dit, il y a 3 offres différentes. Donc c'est un modèle de distribution via une plateforme au départ. Voilà. C'est comme ça que vous l'avez créé. Il y a 2 manières de souscrire. Donc soit sur notre site internet possibleparis.com, soit récemment on a ouvert une boutique à Paris, dans le 14e arrondissement de Paris, donc 33 rue de l'Ouest. Et là, vous pouvez venir directement en boutique, essayer. En fait, la boutique, c'est votre dressing. Vous essayez les pièces que vous souhaitez avoir dans votre box et vous échangez à volonté à la boutique. Sinon, sur le site internet, dans la collection possible, vous sélectionnez les pièces que vous souhaitez recevoir. Et puis vous échangez. Ouais, la question de la livraison, comment vous l'avez adressée cette question? Parce que bon, quand on cherche un modèle d'économie circulaire, évidemment, la question de la livraison, elle est majeure. Alors c'est vrai que la location, ça demande beaucoup d'allers-retours. Donc nous, on a une livraison qui est éco-responsable. On a des box qui sont réutilisables. Et aujourd'hui, on livre par point mondial relais. Donc voilà, on sélectionne ces pièces et on se fait livrer dans le mondial relais le plus proche de chez soi. Et ensuite, on renvoie la box dans le mondial relais aussi. Ouais. Vous en êtes tout de votre développement? Vous l'avez dit, vous créez une entreprise juste avant que le premier confinement soit décidé. Oui, ça a été très, 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 très compliqué. En fait, j'avais une envie, une détermination inépuisable sur ce projet. Mais parfois, il y a des événements qui sont extérieurs qui arrivent. Et il a fallu survivre. On l'a fait, j'en suis extrêmement fière. Et aujourd'hui, l'ambition de demain, c'est de faire adhérer au mouvement possible pour montrer qu'une autre mode est possible, qu'on a le pouvoir de changer la mode et qu'on peut consommer différemment. Donc notre ambition, c'est de faire adhérer et que les abonnés possibles deviennent nos ambassadrices. Et puis, pourquoi pas plus tard ouvrir d'autres boutiques dans Paris et partout en France. Et ben voilà, il faut une belle ambition. Merci beaucoup, merci Marie-Lou Maugier, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous demande de rester là encore 3 secondes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À bientôt.